Donc, c'est parti pour la quatrième partie. Et j'ai fait un plan. Donc, comme vous savez, les quatre premières vidéos, on a l'introduction, page 9 à 33, 34 à 53 et 54 à 67. J'ai juste fait un truc sur la page 67, j'ai séparé bizarrement, je suis désolé. Donc là, ça va être 68 à 89, 90 à 118, 119 à 137 et la conclusion. Donc voilà, je l'ai séparé comme ça. Et je décidé de me faire un défi. Chaque partie de ma lecture va être à des endroits différents. Comme vous savez, la première partie de la lecture est à côté d'un mur de briques, la deuxième sur mon banc, c'est sur mon banc habituel, et la troisième dans l'LZ. Donc là, la quatrième partie, ça va être ici dans mon salon. Après, ça va être dans l'endroit où j'ai fini ma lecture des Dragouilles et des Gouverneurs de la Rosée. Et je vais le terminer à l'endroit où je fais mes top 10, donc la chambre de mes parents. Et bon, oui, hein, les deux premiers sont sur le mur de briques. Fait que je vais faire la dernière partie et la conclusion dans la chambre. Là. Et donc, c'est quoi le problème avec cette partie-là? C'est que j'ai séparé, comme vous vous souvenez, avec mais l'eût-elle prévu? Comment aurait-elle pu taire ce qui était devenu son histoire même? Mais en fait, vu que c'est un point d'interrogation, à la fin, je pensais que c'était la fin de la phrase, mais non, en fait, ça continuait. Fait que j'ai vraiment mal séparé. Désolé. Donc, on va recommencer avec la petite dernière partie ici, puis on va faire jusqu'à 89, puis etc. Donc, t'as rendu... Ben là, donc... Je vais vous le relire parce que... Comment j'ai séparé la dernière fois, c'était vraiment moche. Désolé. Notre mère ne prévoyait pas ce que nous sommes devenus à partir du spectacle de son désespoir. Je parle surtout des garçons, des fils. Mais l'eût-elle prévu? Comment aurait-elle pu taire ce qui était devenu son histoire même, faire mentir son visage, son regard, sa voix, son amour? Elle aurait pu mourir, se supprimer, disperser la communauté invivable, faire que l'aîné soit tout à fait séparé des deux plus jeunes. Elle ne l'a pas fait. Elle a été imprudente, elle a été inconséquente, irresponsable. Elle était tout cela. Elle a vécu. Nous l'avons aimée tous les trois au-delà de l'amour. À cause de cela, même qu'elle n'aurait pas pu, qu'elle ne pouvait pas se taire, cacher, mentir, si différents que nous ayons été tous les trois, nous l'avons aimée de la même façon. Ça a été long. Ça a duré 7 ans. Ça a commencé, nous avions 10 ans. Et puis nous avons eu 12 ans. Et puis 13 ans. Et puis 14 ans, 15 ans. Et puis 16, 17 ans. C'est bon, je sais comment ça suit les chiffres. Là. Ça a duré tout cet âge, 7 ans. Et puis enfin, l'espoir a été renoncé. Il a été abandonné. Abandonné aussi les tentatives contre l'océan. À l'ombre de la véranda, nous regardons la montagne de Siam, très sombre dans le plein soleil, presque noir. La mer est enfin calme, murée. Nous sommes des enfants héroïques, désespérés. Le petit frère est mort en décembre 42 sous l'occupation japonaise. J'avais quitté Saigon après mon deuxième baccalauréat en 31. Il m'a écrit une seule fois en disant, sans que je sache jamais pourquoi, la lettre était convenue, recopiée sans faute calligraphiée. Il me disait qu'il allait bien, que l'école marchait, fonctionnait, parce que l'école n'a pas de jambes. C'était une longue lettre de 2 pages pleines. J'ai reconnu son écriture d'enfant. Il me disait aussi qu'il avait un appartement, une auto, il disait la marque, qu'il avait repris le tennis, qu'il était bien, que tout était bien, qu'il m'embrasse comme il m'aimait très fort. Il ne parlait pas de la guerre, ni de son frère aîné. Je parle souvent de mes frères comme d'un ensemble, comme elle le faisait, elle, notre mère. Je dis, mes frères. Elle aussi, au dehors de la famille, elle disait mes fils. Il a toujours parlé de la force de ses fils, de façon insultante. Pour le dehors, elle ne détaillait pas. Elle ne disait pas que le fils aîné était beaucoup plus fort que le second. Elle disait qu'il était aussi fort que ses frères, les cultivateurs du Nord. Elle était fière de la force de ses fils comme elle l'était, l'avait été et de celle de ses frères. Comme son fils aîné, elle dédaignait les faibles. De mon amant de Cholène, elle disait comme le frère aîné. Je n'écris pas ces mots. C'étaient des mots qui avaient trait aux charognes que l'on trouve dans les déserts. Je dis mes frères parce que c'était ainsi que je disais moi-même. Moi aussi. C'est après que j'ai dit autrement, quand le petit frère a grandi qui est devenu martyr. Non seulement aucune fête n'est célébrée dans notre famille, pas d'arbre de Noël, aucun mouchoir brodé, aucune fleur, jamais.
Mais aucun mort non plus, aucune sépulture, aucune mémoire. Elle seule, le frère aîné restera un assassin. Le petit frère mourra de ce frère. Moi, je suis parti, je me suis arraché. Jusqu'à sa mort, le frère aîné l'a eu pour lui seul. À cette époque-là de Cholène, de l'image de l'amant, ma mère a un sursaut de folie. Elle ne sait rien de ce qui est arrivé à Cholène, mais je vois qu'elle m'observe, qu'elle se doute de quelque chose. Elle connaît sa fille, cet enfant. Il flotte autour de son... Non, c'est de son enfant, depuis quelque temps, d'un air d'étrangeté, une réserve, dirait-on, récente, qui retient l'attention. Sa parole est plus lente encore que d'habitude. Elle est si curieuse que tout est... que tout... Désolé. Mais si vous voulez avoir le livre audio, il va falloir supporter ces erreurs-là. Désolé. Et elle, si curieuse de tout, elle est distraite, son regard a changé. Elle est devenue spectatrice de sa mère même, du malheur de sa mère. On dirait qu'elle assiste à son événement. L'épouvante est soudaine dans la vie de ma mère. Sa fille court le plus grand danger. Celui de ne jamais se marier, de ne jamais s'établir dans la société, d'être démunie devant celle-ci, perdue, solitaire. Dans des crises, ma mère se jette sur moi. Elle m'enferme dans la chambre. Elle me bat à coups de poing. Elle me gifle. Elle me déshabille. Elle s'approche de moi. Elle sent mon corps, mon linge. Elle dit qu'elle trouve le parfum de l'homme chinois. Elle va plus avant. Elle regarde s'il y a des taches suspectes sur le linge et elle hurle. La ville à entendre que sa fille est une prostituée, qu'elle va la jeter dehors, qu'elle désire la voir crever et que personne ne voudra plus d'elle, qu'elle est déshonorée. Une chienne vaut davantage. Simonac, ça y va pas à moitié, hein. Et elle pleure en demandant ce qu'elle peut faire avec ça, sinon la sortir de la maison pour qu'elle n'emprunte plus les lieux. À la pire mère. Ah, moi, c'est l'extrême inverse. C'est vrai, je vous ai pas encore parlé un peu de ma famille. Peut-être un peu plus tard après cette lecture. Derrière les murs de la chambre fermée, le frère. Le frère répond à la mère. Il lui dit qu'elle a raison de battre l'enfant. Mais c'est quoi ce frère de merde? Sa voix est feutrée, intime, caressante. Il lui dit qu'il leur faut savoir la vérité à n'importe quel prix. Il leur faut la savoir pour empêcher que cette petite fille ne se perde, pour empêcher que la mère en soit désespérée. La mère frappe de toutes ses forces. Le petit frère crie à la mère de la laisser tranquille. Il va dans le jardin. Il se cache. Il a peur que je sois tué. Il a peur. Il a toujours peur de cet inconnu. C'est notre frère aîné. La peur du petit frère calme ma mère. Elle pleure sur le désastre de sa vie, de son enfant déshonoré. Je pleure avec elle. Je mens. Je jure sur ma vie que rien ne m'est arrivé. Rien, même pas un baiser. Comment veux-tu, je dis, avec un Chinois? Comment veux-tu que je fasse ça avec un Chinois si laid, si malingre? Je sais que le frère aîné est arrivé à la porte. Il écoute. Il sait ce que fait ma mère. Il sait que la petite est nue et frappée. Il voudrait que ça dure encore et encore jusqu'au danger. Ma mère n'ignore pas ce dessein de mon frère aîné, obscur, terrifiant. Il n'y a personne qui l'aime, je peux comprendre. Ok, oui, une fille de 15 avec un qui a 27, ça fait louche. Avec la famille qu'elle a, j'ai quasiment vu lui donner raison. Nous sommes encore très petits. Régulièrement, des batailles éclatent entre mes frères, sans prétexte apparent, sauf celui classique du frère aîné qui dit au petit « Sors de là, tu gênes ». Aussitôt, dit, il frappe. Ils se battent sans un mot. On entend seulement leur souffle, leur plainte, le bruit sourd des coups. Ma mère, comme en toutes circonstances, accompagne la scène d'un opéra de cris. Ils sont doués de la même faculté de colère, de ces colères noires, meurtrières qu'on n'a jamais vues ailleurs que chez les frères, les sœurs, les mères. Le frère aîné souffre de ne pas faire librement le mal, de ne pas régenter le mal, pas seulement ici, mais partout ailleurs. Le petit frère d'assister impuissant à cette horreur, cette disposition de son frère aîné. Quand ils se battaient, on avait une peur égale de la mort pour l'un et pour l'autre. La mère disait qu'ils s'étaient toujours battus, qu'ils n'avaient jamais joué ensemble, jamais parlé ensemble, que la seule chose qu'ils avaient en commun, c'était elle, leur mère, et surtout cette petite sœur, rien d'autre que le sang. Je crois que du seul enfant aîné, ma mère disait « mon enfant ». Elle l'appelait quelquefois de cette façon. Des deux autres, elle disait les plus jeunes. De tout cela, nous ne disons rien à l'extérieur. Nous avions d'abord appris à nous taire sur le principal de notre vie, la misère et puis surtout le reste aussi. Les premiers confidents, le mot paraît démesuré. Ce sont nos amants, nos rencontres en dehors des postes,
dans les rues de Saigon d'abord, et puis dans les paquebots en ligne, les trains, et puis partout. Ma mère, ça la prend tout à coup. Vers la fin de l'après-midi, surtout à la saison sèche, elle fait laver la maison de fond en comble pour nettoyer, elle dit, pour assainir, rafraîchir. La maison est bâtie sur un terre-plein qui l'isole du jardin. Des serpents, des scorpions, des fourmis rouges, des inondations du Mékong, de celles qui suivent les grandes tornades de la mousson. Cette élévation de la maison sur le sol permet de la laver en grand seau d'eau, à la baigner tout entière comme un jardin. Toutes les choses sont sur les tables. Toute la maison ruisselle. Le piano du petit salon a les pieds dans l'eau. L'eau descend par les perrons, envahit le préau vers les cuisines. Les petits boys sont très nombreux. On est ensemble avec les petits boys, on s'asperge et puis on savonne le sol avec du savon de Marseille. Tout le monde est pieds nus. La mère aussi. La mère rit. La mère n'a rien à dire contre rien. La maison tout entière embaume. Elle a l'odeur délicieuse de la terre mouillée après l'orage. C'est une odeur qui rend fou de joie, surtout quand elle est mélangée à l'autre odeur, celle du savon de Marseille, celle de la pureté, de l'honnêteté, celle du linge, celle de la blancheur, celle de notre mère, de l'immensité de la candeur de notre mère. Quelle candeur! Les familles des boys viennent, les visiteurs des boys aussi, les enfants blancs des maisons voisines. La mère est très heureuse de ce désordre. La mère peut être très très heureuse quelquefois. Le temps d'oublier, celui de laver la maison peut convenir pour le bonheur de la mère. La mère va dans le salon, elle se met au piano, elle joue les seuls airs qu'elle connaisse par cœur, qu'elle a appris à l'école normale. L'école normale. Elle chante quelquefois, elle joue, elle rit, elle se lève et elle danse tout en chantant. Et chacun pense, et elle aussi la mère, que l'on peut être heureux dans cette maison défigurée qui devient soudain un étang, un champ au bord d'une rivière, un gué, une plage. Gué, G-U-E. Ce sont les deux plus jeunes enfants, la petite fille et le petit frère, qui les premiers se souviennent. Ils s'arrêtent de rire tout à coup, ils vont dans le jardin où le soir vient. Je me souviens, à l'instant même où j'écris, que notre frère aîné n'était pas à Vinelongue quand on lavait la maison à grande eau. Il était chez notre tuteur, un prêtre de village, dans le Lot-et-Garonne. À lui aussi, il arrivait de rire parfois, mais jamais autant qu'à nous. J'oublie tout, j'oublie de dire ça, qu'on était des enfants rieurs, mon petit frère et moi, rieurs à perdre le souffle, la vie. Je vois la guerre sous les mêmes couleurs que mon enfance. Je confonds le temps de la guerre avec le règne de mon frère aîné. C'est aussi sans doute parce que c'est pendant la guerre que mon petit frère est mort. Le cœur, comme j'ai dit déjà, qui avait cédé, laissé. Le frère aîné, je crois bien ne l'avoir jamais vu pendant la guerre. Déjà, il ne m'importait plus de savoir s'il était vivant ou mort. Je vois la guerre comme lui était. Partout se répandre, partout pénétrer, voler, emprisonner, partout être là à tout mélanger. Mêlée, présente dans le corps, dans la pensée, dans la veille, dans le sommeil, tout le temps, en proie à la passion saoulante, d'occuper le territoire adorable du corps de l'enfant, du corps des moins forts, des peuples vaincus. Cela parce que le mal est là, aux portes, contre la peau. Nous retournons à la garçonnière. Nous sommes des amants. Nous ne pouvons pas nous arrêter d'aimer. Parfois, je ne rentre pas à la pension. Je dors près de lui. Je ne veux pas dormir dans ses bras, dans sa chaleur, mais je dors dans la même chambre, dans le même lit. Quelquefois, je manque le lycée. Nous allons manger dans la ville la nuit. Il me douche, il me lave, il me rince, il adore. Il me farde et il m'habille, il m'adore. Je suis la préférée de sa vie. Il vit dans l'épouvante que je rencontre un autre homme. Moi, je n'ai peur de rien de pareil, jamais. Des fois, j'ai l'impression qu'il manque des virgules. Il éprouve une autre peur aussi, non parce que je suis blanche, mais parce que je suis si jeune qu'il pourrait aller en prison si on découvrait notre histoire. Il me dit de continuer à mentir à ma mère et surtout à mon frère aîné, de ne rien dire à personne. Je continue à mentir. Je ris de sa peur. Je lui dis qu'il est beaucoup trop pauvre pour que la mère puisse encore intenter un procès, que d'ailleurs tous les procès qu'elle a intentés, elle les a perdus, ceux contre le cadastre, ceux contre les administrateurs, contre les gouverneurs, contre la loi. On ne sait pas les faire, garder son calme. Attendre encore. Elle ne peut pas. Elle crie et elle gorge ses chances. Celle-ci
Celui-là, ce sera parfait. Pas la peine d'avoir peur. Marie-Claude Carpentier. Elle était américaine. Elle était, je crois me souvenir, de Boston. Les yeux étaient très clairs, gris-bleu. 1943. Marie-Claude Carpentier était blonde. Elle était à peine fanée. Plutôt belle, je crois, avec un sourire un peu bref qui se fermait très vite. Disparaissait dans un éclair, avec une voix qui tout à coup me revient, basse, un peu discordante dans les aigus. Elle avait 45 ans, l'âge déjà, l'âge même. Elle habitait le 16e, près de l'Alma. L'appartement faisait le dernier et vaste étage d'un immeuble qui donnait sur la Seine. On allait dîner chez elle en hiver ou déjeuner en été. Les repas étaient commandés chez les meilleurs traiteurs de Paris. Toujours décents, presque, mais à peine insuffisants. On ne l'a jamais vue chez elle, jamais au dehors. Il y avait là, quelquefois, un malarméen. Décidément, les mots là-dedans. Il y avait souvent aussi un ou deux ou trois littérateurs. Je ne sais pas que c'est un mot. Ils venaient une fois et on ne les revoyait plus. Je n'ai jamais su où elle les trouvait, où elle avait fait leur connaissance, ni pourquoi elle les invitait. Je n'ai jamais entendu parler d'aucun d'entre eux, ni jamais lu ni entendu parler de leur œuvre. Les repas duraient peu de temps. On parlait beaucoup de la guerre. C'était Stalingrad. C'était la fin de l'hiver 42. Stalingrad, c'est en Russie, je crois, enfin en URSS. Marie-Claude Carpentier écoutait beaucoup. Elle s'informait beaucoup. Elle parlait peu. Souvent, elle s'étonnait que tant d'événements lui échappent. Elle riait. Très vite, à la fin des repas, elle s'excusait de devoir partir aussi rapidement, mais elle avait affaire, disait-elle. Elle ne disait jamais quoi. Quand on était en nombre insuffisant, on restait là 1 heure ou 2 après son départ. Elle nous disait « Restez autant que vous voudrez ». En son absence, personne ne parlait d'elle. Je crois d'ailleurs que personne n'en aurait été capable, parce que personne ne la connaissait. On partait. On rentrait avec toujours ce sentiment d'avoir traversé une sorte de cauchemar blanc, de revenir, d'avoir passé quelques heures chez des inconnus, en présence d'invités qui étaient dans le même cas, et également inconnus, d'avoir vécu un moment sans lendemain aucun, sans aucune motivation ni humaine ni autre. C'en était comme d'avoir traversé une troisième frontière, d'avoir fait un voyage en train, d'avoir entendu dans les salles d'attente de médecins, dans des hôtels, des aéroports. En été, on déjeunait sur une grande terrasse qui regardait la Seine, et on prenait le café dans le jardin qui occupait tout le toit de l'immeuble. Il y avait une piscine, personne ne se baignait. C'est étrange. On regardait Paris, les avenues vides, le fleuve, les rues. Dans les rues vides, les catalpas en fleurs. Marie-Claude Carpentier, je la regardais beaucoup. Carpentier, ça fait un peu québécois. J'ai dit qu'elle est américaine, donc c'est pas si logique. Je la regardais beaucoup, presque tout le temps. Il était gêné, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Je la regardais pour trouver qui c'était, Marie-Claude Carpentier. Ah, c'est Carpenter. C'est pas Carpentier, c'est Carpenter. Je suis vraiment con. Pourquoi était-elle là plutôt qu'ailleurs? Pourquoi elle était aussi de si loin de Boston? Pourquoi elle était riche? Pourquoi à ce point on ne savait rien d'elle? Personne, rien. Pourquoi ces réceptions comme forcées? Pourquoi? Pourquoi dans ses yeux, très loin dedans, au fond de la vue, cette particule de mort? Pourquoi? Marie-Claude Carpenter. Pourquoi toutes ces robes avaient en commun un je ne sais quoi qui échappait, qui faisait qu'elles n'étaient pas tout à fait les siennes, qu'elle aurait recouvert partiellement un autre corps? Des robes neutres, strictes, très claires, blanches comme l'été, au cœur de l'hiver. Vous avez remarqué peut-être quelque chose? Ça fait 70, quasiment 80 pages qu'on lit, 79. Il n'y a pas de dialogue. Fait des fois, elle dit « Ah, oh, elle me disait nanana », mais c'est jamais les personnages en tant que tels qui parlent. Au début du prochain, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai appris en littérature sur le livre. Qui va peut-être vous faire remarquer quelque chose, quelque chose de particulier avec ce livre. Mais ça en fait partie le fait qu'il n'y ait pas vraiment de dialogue. Betty Fernandez. Ah, ben un autre. Les souvenirs des hommes ne se produisent jamais dans cet éclairement illuminant qui accompagne celui des femmes. Betty Fernandez, étrangère elle aussi,
Aussitôt le nom prononcé, la voici. Elle marche dans une rue de Paris. Elle est myope. Elle voit très peu. Elle plisse les yeux pour reconnaître tout à fait. Elle vous salue d'une main légère. Pourquoi vous allez bien? Morte depuis longtemps maintenant, depuis 30 ans peut-être. Je me souviens de la grâce, c'était trop tard maintenant pour que je l'oublie. Rien n'en atteint encore la perfection. Rien n'en attendra jamais la perfection. Ni les circonstances, ni l'époque, ni le froid, ni la faim, ni la défaite allemande, ni la mise en pleine lumière du crime. Crime, c'est majuscule. Elle passe toujours la rue par-dessus l'histoire de ces choses-là, si terribles soient-elles. Ici aussi, les yeux sont clairs. La robe rose est ancienne et poussiéreuse. La capeline noire dans le soleil de la rue. Elle est mince, haute, dessinée à l'encre de Chine, une gravure. Les gens s'arrêtent et regardent émerveillés l'élégance de cette étrangère qui passe sans voir. Souveraine, on ne sait jamais d'emblée d'où elle vient. Et puis, on se dit qu'elle ne peut venir que d'ailleurs, que de là. Elle est belle, belle de cette incidence. Elle est vêtue de vieilles nippes de l'Europe, du reste des brocards, des vieux tailleurs démodés, des vieux rideaux, des vieux fonds, des vieux morceaux, des vieilles loques de haute couture, des vieux renards mités, des vieilles loutres. Sa beauté est ainsi, déchirée, frileuse, sanglotante de l'exil. Rien ne lui va. Tout est trop grand pour elle. Et c'est beau. Elle flotte, trop mince, elle ne tient dans rien. Et cependant, c'est beau. Elle est ainsi faite, dans la tête et dans le corps, que chaque chose qui la touche participe aussitôt. Indéfectible de cette beauté, elle recevait Betty Fernandez, elle avait un jour. Parenthèse. On y est allé quelquefois. Il y avait là, une fois, Drieux-La Rochelle, un autre. Souffrait d'orgueil visiblement, parlait peu pour ne pas condescendre, d'une voix doublée, dans une langue comme traduite, malaisée. Peut-être y avait-il là Brassillache, mais aussi, mais je me souviens pas, je le regrette beaucoup. Il n'y avait jamais Sartre. Ah, ben tant que Sartre. Voilà. Il y avait des poètes de Montparnasse, mais je ne sais plus aucun nom, plus rien. Il n'y avait pas d'allemand. On ne parlait pas de politique. On parlait de la littérature. Ramon Fernandez parlait de Balzac. Ça doit être le chum de Fernandez. Balzac aussi, j'en ai entendu. Donc, c'est-à-dire que Brassillage, c'est sûrement un autre auteur. On l'aurait écouté jusqu'à la fin des nuits. Il parlait avec un savoir presque tout à fait oublié, dont il devait ne rester que presque rien de tout à fait vérifiable. Il donnait peu d'informations, plutôt des avis. Il parlait de Balzac comme il l'eût fait de lui-même, comme s'il eût essayé une fois d'être lui aussi cela, Balzac. Ramon Fernandez avait une civilité sublime jusque dans le savoir, une façon à la fois essentielle et transparente de se servir de la connaissance sans jamais en faire ressentir l'obligation, le poids. C'était quelqu'un de sincère, c'était toujours une fête de le rencontrer dans la rue, au café, il était heureux de vous voir. Et c'était vrai, il vous saluait dans le plaisir. Toujours, vous allez bien? Bonjour, vous allez bien? Cela à l'anglaise, sans virgule. Ah ben, t'as une explication pourquoi il n'y a pas de virgule. Dans un rire, et durant le temps de ce rire, la plaisanterie devenait la guerre elle-même, aussi que toute souffrance obligée qui découlait d'elle. La résistance comme la collaboration, la faim comme le froid, le martyre comme l'infamie. Elle ne parlait que des gens, Betty Fernandez, de ceux aperçus dans la rue ou de ceux qu'elle connaissait, de comment ils allaient, des choses qui restaient à vendre dans les vitrines, de distribution, de suppléments de lait, de poissons, des solutions apaisantes au manque, au froid, à la faim constante. Elle était toujours dans le détail pratique de l'existence. Elle se tenait là, toujours d'une amitié attentive, très fidèle et très tendre. Collaborateurs, les Fernandez. Et moi, 2 ans après la guerre, membre du PCF, l'équivalence est absolue, définitive. C'est la même chose, la même pitié, le même appel au secours, la même débité du jugement, la même superstition, disons, qui consiste à croire à la solution politique du problème personnel. Et elle aussi, Betty Fernandez, elle regardait les rues vides de l'occupation allemande, elle regardait Paris.
les squares de Catalpa en fleurs comme cette autre femme, Marie-Claude Carpenter, avait de même ses jours de réception. Juste un petit truc, oui. En arrière, c'est une peinture. C'est pas une vraie fille. Donc, YouTube, c'est pas parce qu'elle est nue qu'il faut encore me faire un truc de copyright. Parce que oui, petit truc, ma vidéo sur les chansons a été copyright. Super, j'ai à peine 4 vues, mais elle a été copyright. Donc là, s'il te plaît, pas de copyright. Ça, c'est une toile. Claude Virginie Blanchette. Oui, la femme est nue, mais elle n'est pas. C'est pas une vraie femme. En tout cas, la toile en tant que telle n'est pas une vraie femme. Donc, s'il vous plaît, YouTube, je crois en vous. Me décevez pas. Il l'accompagne à la pension dans la limousine noire. Il s'arrête un peu avant l'entrée pour qu'on ne le voit pas. Donc là, on revient sur le chinois. C'est la nuit. Elle descend, elle court, elle ne se retourne pas sur lui. Dès le portail passé, elle voit que la grande cour de récréation est encore éclairée. Dès qu'elle débouche du couloir, elle la voit. Elle qui l'attendait, déjà inquiète, droite, sans sourire aucun. Elle lui demande « Où étais-tu » Elle dit « Je ne suis pas rentrée dormir. » Elle ne dit pas pourquoi, et Hélène Lagonelle ne lui demande pas. Elle enlève le chapeau rose et défait ses nattes pour la nuit. Tu n'es pas allé au lycée non plus. Non plus. Hélène dit qu'ils ont téléphoné. C'est comme ça qu'elle le sait. Qu'il lui faut aller dans la surveillante générale. Allez voir la surveillante générale. Il y a beaucoup de jeunes filles dans l'ombre de la cour. Elles sont toutes en blanc. Il y a des grandes lampes dans les arbres. Certaines salles d'études sont encore éclairées. Il y a des élèves qui travaillent encore, d'autres qui restent dans les classes pour bavarder ou jouer aux cartes ou chanter. Il n'y a pas d'horaire pour le coucher des élèves. La chaleur est telle pendant le jour. On laisse courir le soir un peu comme on veut, comme les jeunes surveillantes veulent. Nous sommes les seules blanches de la pension d'État. Il y a beaucoup de métis. La plupart ont été abandonnés par leur père, soldats ou marins ou petits fonctionnaires des douanes, des postes des travaux publics. La plupart viennent de l'assistance publique. Il y a quelques cartérones aussi. Ce que croit Hélène Lagonelle, c'est que le gouvernement français les élève pour en faire des infirmières dans les hôpitaux ou bien des surveillantes dans les orphelinats, les léproseries, ça doit être les lépreux, I guess, les hôpitaux psychiatriques. Hélène Lagonelle croit qu'on les envoie aussi dans les lazarets de Cholérique et de Pestiféré. C'est ce que croit Hélène Lagonelle et elle pleure parce qu'elle ne veut d'aucun de ces postes-là. Elle parle toujours de se sauver de la pension. Je suis allé voir la surveillante de service. C'est une jeune femme métisse, elle aussi, qui nous regarde beaucoup, Hélène et moi. Elle dit « Vous n'êtes pas allé au lycée et vous n'avez pas dormi ici cette nuit. Nous allons être obligés de prévenir votre mère. » Je lui dis que je n'ai pas pu faire autrement, mais qu'à partir de ce soir, dorénavant, j'essaierai de revenir chaque soir dormir à la pension, que ce n'est pas la peine de prévenir ma mère. La jeune surveillante me regarde et me sourit. Je recommencerai. Ma mère sera prévenue. Elle viendra voir la directrice du pensionnat et lui demandera de me laisser libre le soir, de ne pas contrôler les heures auxquelles je rentre, de ne pas me forcer non plus à aller en promenade le dimanche avec les pensionnaires. Elle dit « C'est une enfant qui a toujours été libre. Sans ça, elle se sauverait. Moi-même, ma mère, je ne peux rien contre ça. Si je veux la garder, je dois la laisser libre. La directrice a accepté parce que je suis blanche et parce que, pour la réputation du pensionnat dans les masses des métis, il faut quelques blanches. Ma mère a dit aussi que je travaillais bien au lycée tout en étant aussi libre et que ce qui lui était arrivé avec ses fils était si terrible, si grave que les études de la petite, c'était le seul espoir qui lui restait. La directrice a laissé habiter le pensionnat comme un hôtel. Bientôt, j'aurai un diamant au doigt des fiançailles. Alors, les surveillantes ne me feront plus de remarques. On se doutera bien que je ne suis pas fiancé, mais le diamant vaut très cher. Personne ne doutera qu'il est vrai et personne ne dira plus rien à cause de ce prix du diamant qu'on a donné à la très jeune fille. Je reviens près d'Hélène Lagonelle. Elle est allongée sur un bac. J'ai appris qu'un bac, c'était un bateau, en fait, de traversier. Et elle pleure parce qu'elle croit que je vais quitter le pensionnat. Je m'assis sur le banc. Sur le banc. Putain, je dis le bac, mais c'est le banc, en fait. Je suis exténué par la beauté du corps d'Hélène Lagonelle allongé sur le mien, contre le mien.
Ce corps est sublime, libre sous la roche et à portée de la main. Les seins sont comme je n'en ai jamais vu. Je les ai jamais touchés. Elle est impudique, elle est une lagonelle. Elle ne se rend pas compte. Elle se promène toute nue dans les dortoirs. Ce qu'il y a de plus beau de toutes les choses données par Dieu, c'est ce corps d'Hélène Lagonelle, incomparable, cet équilibre entre la stature et la façon dont le corps porte les seins, en dehors de lui, comme des choses séparées. Rien n'est plus extraordinaire que cette rotondité extérieure des seins portés, cette extériorité tendue vers les mains. Bon, ça va, reviens-en avec les seins. Là. Même le corps de petite coulis de mon petit frère disparaissait face à cette splendeur. Les corps des hommes ont des formes avares, internées. Elle ne s'abîme pas non plus comme celle d'Hélène Lagonelle, qui, elle, ne dure jamais. Un été, peut-être, à bien compter, c'est tout. Elle vient des hauts plateaux de Dallas, Hélène Lagonelle. Son père est un fonctionnaire des postes. Elle est arrivée en pleine année scolaire il y a peu de temps. Elle a peur. Elle se met à côté de vous. Elle reste là à ne rien dire, souvent à pleurer. Il a le teint rose et brun de la montagne. On le reconnaît toujours ici où tous les enfants ont la pâleur verdâtre de l'anémie, de la chaleur torride. Hélène Lagonelle ne va pas au lycée. Elle ne sait pas aller à l'école, elle. Mais elle n'apprend pas, elle ne retient pas. Elle fréquente les cours primaires de la pension, mais ça sert à rien. Elle pleure contre mon corps. Et je caresse ses cheveux, ses mains. Je lui dis que je resterai avec elle au pensionnat. Elle ne sait pas qu'elle est très belle, Hélène, elle. Ses parents ne savent pas quoi en faire. Ils cherchent à la marier au plus vite. Elle trouverait tous les fiancés qu'elle veut, Hélène Lagonelle, mais elle ne les veut pas. Elle ne veut pas se marier, elle ne veut retourner avec sa mère. Hélène Lagonelle. Elle fera finalement ce que sa mère voudra. Elle est beaucoup plus belle que moi, que celle-ci au chapeau de clown, chaussée de lamé. Infiniment plus mariable qu'elle, Hélène Lagonelle, elle, on peut la marier, l'établir dans la conjugalité, l'effrayer, lui expliquer ce qui lui fait peur et qu'elle ne comprend pas, lui ordonner de rester là, d'attendre. Hélène Lagonelle, elle ne sait pas encore ce que je sais. Elle a pourtant 17 ans, c'est comme si je le devinais. Elle ne saura jamais ce que je sais. Le corps d'Hélène Lagonelle est lourd, encore innocent. La douceur de sa peau est telle, celle de certains fruits. Elle est au bord de ne pas être perçue. Illusoire un peu, c'est trop. Hélène Lagonelle donne envie de la tuer. Elle fait se lever le songe merveilleux de la mettre à mort de ses propres mains. Wow, ça allait vite un peu trop loin. Un peu trop vite. Ça allait loin un peu trop vite. Ses formes de fleurs de farine, elle les porte sans savoir aucun. Elle monte ces choses pour les mains, les pétrir. Pour la bouche, les manger, sans les retenir, sans connaissance d'elles, sans connaissance non plus de leur fabuleux pouvoir. Je voudrais manger les seins d'Hélène Lagonelle comme lui mange les seins de moi dans la chambre de la ville chinoise où je vais chaque soir approfondir la connaissance de Dieu. Être dévoré de ces seins de fleurs de farine, ce sont les siens. Je suis exténué du désir d'Hélène Lagonelle. Je suis exténué du désir. Le désir. Ok, elle doit être bi, hein, parce qu'elle est avec le chinois, mais tout ça a un désir pour elle, un désir assez étrange. Je veux emmener avec moi Hélène Lagonelle là, où chaque soir, les yeux clos, je me fais donner la jouissance qui fait crier. Je voudrais donner Hélène Lagonelle à cet homme. Wow, on va faire un trip à trois. À cet homme qui fait ça sur moi pour qu'il le fasse à son tour sur elle. Ceci en ma présence, qu'elle le fasse selon mon désir, qu'elle se donne là où moi je me donne. Ce serait par le détour du corps d'Hélène Lagonelle, par le traversé de son corps, que la jouissance m'arriverait de lui, alors définitive, de quoi en mourir. Je la vois comme étant de la même chair que cet homme de Cholène, mais dans un présent irradiant, solaire, innocent, dans une éclosion répétée d'elle-même, à chaque geste, à chaque larme, à chacune de ses feuilles, à chacune de ses ignorances. Hélène Lagonelle, elle est la femme de cet homme de peine qui me fait la jouissance si abstraite, si dure. Cet homme obscur de Cholène, de la Chine. Hélène Lagonelle est de la Chine. Je n'ai pas oublié Hélène Lagonelle. Je n'ai pas oublié cet homme de peine. Lorsque je suis parti, lorsque je l'ai quitté, je suis resté 2 ans sans m'approcher d'aucun autre homme. Mais cette mystérieuse fidélité devait être à moi-même.